Merci d'être venu. Ah, le soleil qui est bien. Pensez à mettre votre téléphone au modèle. Oui. Donc, quand Aristote dit que, donc je le cite, l'univers est premier, donc l'universel est cause, fin de citation, il faut entendre dans ce qui concerne la psychanalyse que l'autre barré est premier, qu'il est cause, et qu'ensuite nous avons l'être. L'autre barré est universel. Le particulier est l'être à la sortie des psychanalyses. Donc, dans la position de sujet. Je vous rappelle que c'est toujours cette tentative d'articuler l'enseignement de l'épistémologie avec la psychanalyse et voir si la psychanalyse est-elle scientifique ou non. Elle mérite ses statuts. Donc, je prends Aristote et je compare, je mets en tension l'exercice clinique pour voir ce que ça donne. Donc, dans la position de sujet, il n'est plus dans une position ou dans une place d'objet du désir de l'autre. Position qu'il est possible de reconnaître dans celui qui mène la foule, celui qui participe de la foule ou de celui qui fait populace, c'est-à-dire qui matérialise par ses actes la résistance du surmoi ou par ses paroles le grand hôte non barré. Quand Aristote dit que, je le cite, la démonstration qui part du principe est plus exacte que celle qui ne part pas, celle qui part plus du principe est plus exacte que celle qui part moins. Donc, je me sens autorisé de dire que la psychanalyse est plus exacte que les techniques de dressage ou de suggestion, les TCC ou les psychothérapies avec psychothérapeute, parce qu'elle, la psychanalyse, parle de l'Oedipe humain. Oedipe qui est présent dans les instances psychiques, ça, sur moi, moi. Donc, l'Oedipe est présent dans les instances psychiques des parents et qui est aussi présent dans les organisations intramoïques. Résistance du surmoi, autres non barrés, de ces derniers, donc des parents. La présence de ces instances psychiques et des organisations intramoïques des parents sont présentes avant même la conception de l'être. Parce que, je vais continuer à citer Aristote, il n'y a des démonstrations par la perception, point de citation. Une psychanalyse n'accepte pas des sentiments, des perceptions du clinicien. Une chose qu'on voit par exemple très régulièrement dans le discours des psychologues et des psychiatres, ou des psychiatres en général, j'ai eu le sentiment que, j'ai interprété ceci ou cela. Eh bien, il faut éliminer ces choses-là, sont inutiles. La fonction d'un psychanalyste, c'est de veiller à que la route de fond soit respectée, et quand ça se dévie tout le temps, de rectifier la navigation. Une psychanalyse s'appuie sur l'inconscient structuré comme un langage, car c'est l'agencement des signifiants qui pousse la cure vers l'avant et qui autorise le clinicien à rectifier sa trajectoire, donc la trajectoire de la cure. Dans une psychanalyse, l'être découvre que le moi ignorait ce qu'il faisait à l'autre, à son corps, à l'autre partie du moi, en la maltraitant, donc la partie, je vais représenter ça dans le schéma. Avant cette découverte, l'être croyait à son moi. L'être et le moi semblaient être la même chose pour le psychanalysant. Donc je vais vous faire un petit schéma pour
montrer un peu, et après je veux relire cette phrase parce que j'étais obligé de la relire plusieurs fois ce matin, parce que je ne me rappelais plus ce que je voulais dire. Donc ici, donc vous vous rappelez la représentation du moi, n'est-ce pas? Et ici, l'appareil psychique que je représente avec l'ouverture donc du 23 et avec cette ouverture, l'ouverture du 32. Donc le poinçon de Lacan que j'ai laissé ouvert ici, je vais vous expliquer, je vais vous proposer une lecture après. Donc je reprends. Dans une psychanalyse, l'être découvre que le moi, donc qui est ici, ignorait ce qu'il faisait à l'autre. À l'autre qui est ici. Donc vous voyez bien que A', ça nous évoque la relation imaginaire du schéma lambda de Lacan. Donc je répète, dans une psychanalyse, l'être découvre que le moi ignorait ce qu'il faisait à l'autre, donc ses agressions. Les gens, par exemple, les hommes qui tapent les femmes, n'est-ce pas? Et qui après, avec l'avancée de leur cure, on découvre qu'eux, ils étaient tapés. Et les violeurs, n'est-ce pas, qui on découvre après qu'ils ont été violés. Cette chose de vengeance, mais la vengeance, c'est toujours quelque chose d'oublié. Je me venge, mais je ne sais pas pourquoi je me venge. Et là, l'importance justement de compter avec la théorie psychanalytique pour examiner le comportement délinquant. Il y a des gens qui sont des voleurs, sont des assassins, et qu'on découvre, n'est-ce pas, une vie infantile terrible, une vie abandonnée. Donc, dans ces schémas, n'est-ce pas, dans une psychanalyse, l'être découvre qu'il est moi, donc ignorait ce qu'il faisait à l'autre, à son corps, qui est ici. Ici, c'est du côté du corps. Ici, à l'extérieur, du côté de l'organisme. Ah, nous sommes en train d'être enregistrés. Faisons un effort là. Pour Matthieu. Regardez comme c'est beau. Ici, à l'extérieur, organisme. Férouz est là? Oui. Très bien. Ah, madame. Il fallait que vous soyez un peu par là. D'accord? Le moi, l'appareil psychique. Donc ici, les organisations intramoïques. En pointillé, la résistance du surmoi. Et la concentration de la résistance du surmoi. Donc des petits signifiants, n'est-ce pas? Des petits mots. Attendez, je suis un peu embarrassé là parce que des petits, voilà, je n'ai pas comment, des petits actes musculaires qui concentrés vont accéder à se rassembler, voyez-vous, de cette manière-là. Et qui ensemble, ça va faire un A. C'est compréhensible? La résistance du surmoi, c'est l'acte. D'accord? La question, c'est que quand on accède au registre verbal, il faut que vos muscles puissent bouger. Ça se transforme en parole. Allez-y. Donc la résistance du surmoi, elle serait première Oui. par rapport au... Oui, exactement. Exactement. Voilà. C'est très important de voir cette hiérarchisation. Donc d'abord, il y a ces mouvements. D'abord, il y a le mouvement. Et ensuite, il y a le son. Et ensuite, on parle. Mais tout ça, comme je vous l'avais dit précédemment, commence avec le désir du grand autre parental. Donc, je reprends la phrase. Dans une psychanalyse, l'être découvre que le moi
Donc le moi qui est ici, ignorer ce qu'il faisait à l'autre, hein, son semblable qui il ne sait pas encore, il pense qu'il y a un autre extérieur, mais c'est une représentation de lui-même qui va faire projection sur l'autre à l'extérieur. Hein? Donc je réponds dans la deuxième psychanalyse, l'être découvre que le moi ignorait ce qu'il faisait à l'autre, à son corps, donc ici, et donc la flèche ici, elle s'arrête ici, dans ces champs, n'est-ce pas? Dans ces champs ici, tous ces champs-là, c'est le champ du corps. C'est pour cette raison, tout ce qui se passe, d'où ça, qui n'arrive pas à se représenter par la parole, ça passe, comme je vous avais dit, ça essaye plusieurs fois, et quand ça n'arrive pas, ça passe par la bouca. Et ça va faire symptômes corporels. Et après, les médecins appellent ça des maladies fonctionnelles. N'est-ce pas? Mais c'est une maladie fonctionnelle parce qu'il n'y a pas de lésion. C'est juste la fonction qui ne fait pas son taf. Mais ça ne peut pas faire son taf parce qu'il y a les organisations intramoïques qui l'empêchent. C'est comme une sorte d'étau. Le ça, avec la force constante, veut être représenté parce que c'est humain. Le humain veut que ça parle, il veut dire, et quand il n'arrive pas, ça se retourne contre lui. C'est Freud de 1915. Ça m'a toujours interpellé, cette formulation, cette vivacité clinique de Freud. C'est exactement ça. Quand vous voyez ça dans la clinique, vous dites, tiens, voilà, il a bien vérifié. Quand quelqu'un n'arrive pas à exprimer ce qu'il a à dire, ça se retourne contre son corps. Pas contre lui-même, contre son corps. Donc, je réponds encore, dans une psychanalyse, l'être découvre que le moi qui est ici ignorait ce qu'il faisait à l'autre qui est ici, à son semblable, l'autre son semblable, à son corps qui est ici, hein, tous, hein, de la tête aux pieds, si vous voulez, ou à l'autre partie du moi qui est ici. D'accord? Une partie consciente. Quand je dis je me déteste, n'est-ce pas? Je, il est ici, je est ici, et je me déteste est là. Mais on n'apprend rien. C'est par exemple avoir conscience, comme nous disent les psys. Hein, j'ai pris conscience. Ah, maintenant vous avez conscience que vous n'aimez pas. Et alors, ça ne bouge pas. C'est ça la différence entre psychothérapie avec psychothérapeute et psychothérapie avec psychanalyste. La psychothérapie avec un psychothérapeute, psychologue, psychiatre, il va dire, voilà, maintenant vous avez conscience, je n'ai plus de symptômes, vous pouvez partir, n'est-ce pas? Comme s'ils étaient médecins. Un médecin qui opère avec l'organisme ou l'organe malade, il a l'autorité pour dire ça. Pas un psy. Un psy, il fait la copie, d'ailleurs une copie très pâle, n'est-ce pas, de l'acte médical. Avant cette découverte, l'être croyait à son moi. Hein? Cogito. Donc j'ai croyé en moi. L'être et le moi semblaient être la même chose pour le psychanalysant. Donc le moment de la mise en distance produit des réactions comme celle d'Édipe et dévoilant à soi-même sa vérité. You, tout deviendrait donc clair. Oh lumière, c'est la dernière fois que je te vois. Je suis né de qui je ne devais pas. Je suis uni à qui je ne dois pas. J'ai tué qui je n'aurais pas dû. Donc ces moments-là où elle découvre sa vérité.
la vérité de tout son comportement, ses errances. Hein, qui Popper va dire, oui, pour elle parle plus de sciences psychologiques, pas de sciences psychologiques, pardon, elle parle de la psychologie. À ce moment-là, elle ne critique pas clairement la psychanalyse, mais elle dit que cette dimension de subjectivité, c'est tout à fait saisissante parce que dans la psychologie ou dans la psychanalyse, quand on n'est pas d'accord, c'est parce qu'on résiste. N'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose de très saisissant. Parce que j'ai entendu des gens parler ça, oui, mais parce que cette personne, elle résiste. Ça m'a étonné, mais je ne savais pas quoi faire à l'époque. Je parle des années 90, j'étais un peu novice, et j'entendais ça, c'était un discours courant. Non, c'est parce qu'il résiste. Et Popper dit, mais si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ça, c'est de la résistance. Je trouvais ça très pertinent. D'ailleurs, je ne vous cache pas, je suis un récent lecteur de Popper. J'ai eu besoin de lire Popper parce qu'il faisait partie de la suite de mes interrogations sur la question de la scientificité de la psychanalyse. Je vous avais dit clairement que Popper, il avait fait une fausse route dans cette discussion parce qu'il critique Freud de 1900, de la Traumdeutung, donc l'interprétation de rêve. Et il critique Freud de 1910 et Adler. Hein? Donc on voit bien, d'ailleurs, il y a encore aujourd'hui des gens qui se disent psychanalystes adlériens ou jungiens. C'est simplement pour tromper la galerie. Hein? S'il connaissait un peu d'histoire de la psychanalyse, il allait savoir qu'à un moment donné, Adler s'est éloigné de Freud et a créé la psychologie individuelle. Et que Jung s'est éloigné de Freud et a créé la psychologie analytique. Vous voyez bien que ça tourne toujours autour de Freud. Hein? Je ne suis pas castré, mais comme je vois bien qu'il y a quelque chose là qui me tient dans mon rapport au désir, donc je tourne en périphérie. Il y a un certain nombre de personnes qui sont accrochées à ça, parce que tout de même, être psychanalyste a un statut. Ça ne se demande pas. Depuis la naissance de la psychanalyse, le psychanalyste a fait autorité, mais il fait autorité parce qu'il navigue dans des eaux que personne ose y aller. Donc, Popper se trompe un tout petit peu. Mais en lisant Popper, je le trouve fort intéressant. Et, mon Dieu, pour quelle raison? Moi, j'ai passé tellement de temps à ne pas lire Popper. Mais je sais maintenant, à cause des Popperiens. Parce que moi, en tant que psychanalysant, quand j'ai entendu les critiques à la psychanalyse, c'est une critique naze. Le livre rose là de la psychanalyse, parce qu'on veut noir, méchant, mais non, j'ai lu le truc de A à Z. Hein? Je résume très rapidement, c'est supporté par l'ignorance, par l'innocence et par la frustration. Vous trouvez l'innocence, l'ignorance, la frustration à l'intérieur du texte. Hein? Un truc comme ça, résumé par moi, bien entendu, ça n'engage que moi, en 3 mots. Hein? On ne connaît pas la psychanalyse, les gens ignorent la psychanalyse, et les gens n'ont pas réussi à devenir psychanalystes. Et donc, je vais me venger. D'accord, très bien. Mais bon. Et donc, quand je lis les Popperiens, je crois qu'il y a un monsieur belge, et un certain nombre de personnes, aussi un Canadien, n'est-ce pas, qui cherchent une scientificité, et donc, bien entendu, ils présentent la psychanalyse comme non scientifique. Je suis arrivé au moment où Popper critique la psychanalyse. Mais c'est une critique tout à fait convenable. C'est pas méchant du tout. Comme les Popperiens ont montré le truc, mais c'était un démon, c'est Karl Popper. Mais pas du tout. Un épistémologue très fin, très solide, et qui me donne envie de continuer à lire. Et que d'ailleurs, je vous recommande Popper. Donc là, c'est quelque chose de... Il y a cette
critique un peu maladroite de Popper, parce qu'il n'est pas rentré dans l'affaire. Mais pourquoi il n'est pas rentré dans l'affaire? Parce qu'il n'est pas clinicien, parce qu'il n'est pas psychanalysant. Il faut un peu rentrer dans un registre, n'est-ce pas, pour connaître un peu l'intimité. Vous ne pouvez pas draguer. À un moment donné, ça fait trop hystérique. Il faut que vous puissiez aller plonger vraiment entre les cuisses, quoi. Il faut aller goûter le miel. Il ne faut pas imaginer que c'est bon, c'est sucré, c'est un peu salé. Non, 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 non. Il faut y aller. Sinon, ça fait hystérique. Homme ou femme, d'ailleurs. Donc, quand Popper fait une lecture de la psychanalyse, et qui, lui, a poussé à vraiment travailler son dossier parce qu'il a étudié profondément Einstein, était intime, pas intime, mais ça m'avait l'air d'être quelqu'un avec qui il pouvait discuter. Et qui a travaillé aussi la biologie, c'est-à-dire, il a eu un travail. Mais comme les Poppériens présentent la chose, est tout à fait son sel, son sucre, c'est pas intéressant du tout. Mais ça a servi à m'éloigner de cette perspective-là. Parce que moi, quand j'étais dans la détresse, j'ai plongé dans la chose psychanalytique, je me suis senti un peu plus solide pour aller vers ma vie, pour aller vers le monde, pour aimer, travailler. Donc des choses qui sont c'est pas banal, hein, c'est pas donné à tout le monde. Donc je vous parle là en témoin. Donc je me suis dit, c'est Popperien, c'est naze, donc Popper est naze. Je suis désolé. Hein, je me permets d'être aussi un abruti. Hein, ça m'humanise même. Bien. Donc, un jour, j'ai entendu un analyste dire, donc ça a passé quelques années, et à un moment donné, j'ai entendu un analyste dire, je n'aime pas Popper, il n'aime pas la psychanalyse. Et là, ça fait des clics. Mais qu'est-ce que l'amour vient faire dans cette affaire? Et là, je me suis dit, je vais voir ces Popper. J'ai commencé petit à petit à découvrir un homme remarquable, un épistémologue. D'ailleurs, nous avons ici aussi, n'est-ce pas, Pierre Pellegrin, que je vous avais déjà cité, qui est tout de même une référence, c'est un monsieur déjà âgé, mais quand vous l'entendez, c'est très joyeux. C'est grâce à lui que nous avons les œuvres complètes d'Aristote, lui et son équipe. Bien. Donc, il y a cette relation des tromperies. Comme c'était la citation que j'avais faite d'Édipe il y a quelques instants. Et il y a la résistance. Quand je résiste parce que je n'ai pas une autre chose à faire. D'ailleurs, je dis toujours en supervision, les patients, les psychanalysants, ils ont le droit de résister. S'ils résistent parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Il ne faut pas lutter contre la résistance. Et surtout pas être ridicule au point de dire « vous résistez ». Non mais, hein? Oui, ça on sait, il résiste. Il vient depuis 30 ans en psychanalyse. Et à un moment donné, il dit « oui, mais vous n'êtes pas dans ma tête ». Et alors, quel est le problème? Il résiste, c'est une évidence. Il fait sa crise d'adolescent. Ah, Dieu merci, il a réussi à construire ça. Hein? On va passer à une autre étape. Voilà. Et ça avance. Le problème, c'est quand les gens ne vivent pas cette expérience psychanalytique en tant que psychanalysant et qui s'y mettent à occuper la position de psychanalyste, comme ils disent. Et qui, moi, peut-être déjà influencé par Popper, je ne sais pas, j'ai inventé, à partir de Lacan, bien entendu, n'est-ce pas, le supposé psychanalyste. C'est-à-dire, j'ai inventé des dispositifs pour empêcher le type de s'y penser psychanalyste. Hein, il est supposé psychanalyste pendant qu'il assure la cure. Le psychanalysant devient sujet, donc il sort de psychanalyse. Le supposé psychanalyste devient psychanalyste si il passe l'épreuve de la passe. Et s'il passe l'épreuve de la passe, il veut servir un peu, n'est-ce pas, un peu de champagne, il y a un peu de douceur à ses camarades. Très bien.
5 minutes après, il quitte la pièce, il retourne en consultation, et à ce moment-là, il sera une autre fois mis dans la position du psychothérapeute ou du supposé psychanalyste. Il s'est réparti pour lui. Et c'est uniquement à sa mort que quelqu'un, peut-être un psychanalysant, viendra dire ou écrire, n'est-ce pas, sous sa tombe, il était psychanalyste. Mais bon, le pauvre misérable ne sera pas là pour être reconnu. Donc tous ces dispositifs-là, j'ai été créés pour saper l'ego de l'analyste. D'ailleurs, l'analyste, comme je vous avais représenté déjà, il reste dans l'embouchure. Il n'y va pas vraiment. Il perd le repère terrestre, ce qui ne perd pas le psychothérapeute. Je fais référence à ma carte des trois structures. Hein. Il a perdu le repère terrestre, mais il ne va pas vraiment, n'est-ce pas, s'y perdre avec le psychanalysant en faisant uniquement confiance aux associations libres de psychanalysants qui vient indiquer où se trouvent les structures et donc le nord. Donc il est important de ne pas laisser l'être seul, et donc je fais référence à ces moments d'Édipe, n'est-ce pas, où il découvre, voilà, il découvre que toute son existence était organisée d'une manière telle à aller vers ses désirs, le désir de l'autre parental. Il est obligé. Hein? Il est esclave du désir de l'autre parental. Alors quand je dis de l'autre parental, je ne parle pas de Marie et Joseph. Je parle des organisations intramoïques qui habitent Marie et Joseph. Vous pensez que ça fait un peu, n'est-ce pas, un tableau un peu humoristique, mais détrompez-vous, ça se passe encore aujourd'hui. Et pas n'importe où, partout. Partout. Sont pas, hein? Les parents ne sont pas encore des adultes. On a la preuve que l'enfant a été éduqué par des adultes, n'est-ce pas? Quand vous voyez le résultat des enfants, comme les enfants sont. Si les enfants, ce sont des gens qui assument leur vie, qui assument leurs responsabilités, à ce moment-là, on peut supposer, parce qu'il ne faut pas non plus le dire aux parents, penser que les parents, ils vont savoir ça. Non, c'est à leur mort. Il faut d'abord mourir. D'accord? Et à ce moment-là, oui, je vois qu'il y a des... La lumière ne se fait que sur les tombes. Voilà, merci madame. Voilà, exactement. Oui, exactement. Mais tu ne profiteras pas de cette lumière parce que tu es mort. C'est ça la transmission. Tu vas mourir et voilà, une fois mort, tu ne sauras pas ce que tu as laissé. Des choses positives, de bonnes choses, hein, des choses qui viennent nourrir ton ego. Hein. Parce que de toute manière, quand on demande aux gens, pour l'examen, est-ce que la psychanalyse est pour quelque chose? Et que la personne dit oui. Hein, ce n'est pas pour mon ego que je demande ça, c'est simplement pour savoir si la personne peut reconnaître que ses efforts à elle hein, ont été utiles. Hein, un homme qui vient et qui est malmené par sa mère, donc ça j'ai découvert après, et par sa femme, c'était la raison de sa venue, et que cet homme parle, n'est-ce pas, d'une position masculine telle qu'il regarde sa femme, n'est-ce pas, lui dire, mon chéri, veux-tu que je te prépare un petit déjeuner pour la première fois depuis des années de mariage? Il la regarde de manière tout à fait étonnée, mais c'est comme si j'étais en train de découvrir cette femme pour la première fois. C'est inimaginable. Et donc, quand j'examine, c'était le passé, je l'avais fait l'amour, c'était très agréable, etc., etc. Passons les détails, ça ne nous intéresse pas, nous ne sommes pas des sexologues. Donc, je me suis endormi, et le matin, elle vient
tout doucement, me fait une petite caresse. Il me demandait si je voulais le petit déjeuner. Je rêve ou quoi? Il n'a pas dit ça, c'est moi, pour vous amuser. N'est-ce pas? Et donc, voilà. Eh bien, il commence à occuper une position qui est la sienne. Quand je parle de psychanalyser la France, c'est simplement dire aux Français, parce que c'est notre champ, n'est-ce pas? Notre champ opératoire. Parle librement tes pensées. Et tu vas voir que quelque chose va se transformer en toi. Et cette chose qui se transforme, c'est de l'ordre du désir que tu vas reconnaître. Le désir du grand autre, n'est-ce pas? Dans un premier temps. Un désir qu'il faut s'éloigner. Parce que ce désir-là, c'est le désir des papa et maman, ou de l'adulte qui t'a éduqué, ou de la prof qui t'a humilié, ou de l'analyste qui t'a humilié, ou du psy qui t'a humilié. Hein, parce que pour humilier et pour vendre de la drogue aux free comme ça, n'est-ce pas? C'est à l'appel. Mais pour venir à l'amour ou à la tendresse ou à la bienveillance, ça c'est beaucoup plus compliqué. On peut faire ça quand on est en accord avec soi-même. Mais pour aimer, il faut d'abord apprendre à haïr. À haïr, à parler sa haine sur le divan. Pas dans la rue, pas sur Internet. Pour cette raison, tout à l'heure, je parlais de la populace internautique. Cette populace internautique, ce sont ces gens-là qui disent mal des autres, mais en cachette. D'ailleurs, il y a un monsieur au quotidien, je vous avais déjà dit ça, n'est-ce pas? J'adore ce monsieur parce qu'il va chercher, avec son équipe, je suppose, il ne fait pas ça seul, il va chercher l'expression de la populace internautique, donc de grand hôte non barré. Donc il faut d'abord s'éloigner, n'est-ce pas, des pères et mères. Il faut se séparer. Il faut s'éloigner vraiment. Parfois même mettre un océan entre vous et votre mère. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Pour quelle raison? Pour que vous puissiez être suffisamment dégagé, n'est-ce pas, pour savoir ce qui est à vous et ce qui est à l'autre, n'est-ce pas? Ce qui est à vous et ce qui est à César. Et que vous puissiez porter ce qui est à vous. Ce qui est à César, il faut donner à César. Et ensuite, on sera traversé par un grand autre. Et c'est là où on va parler tout à l'heure. Donc il est important de ne pas laisser l'être seul avec cette découverte, celle que je viens d'évoquer de Deep. Donc ne pas laisser l'être seul avec cette découverte en suspendant la séance par exemple. C'est de l'être Oedipe, au Amorim, au Dupont, dit quelque chose, ça, reconnaît ça, j'ai désiré, n'est-ce pas? Et j'ai pas uniquement désiré, j'ai couché avec, j'ai pensé que c'était, n'est-ce pas, la femme de l'autre. Non, c'était la femme de mon père, c'est ma mère, etc. Et donc il est désespéré, dans une situation de détresse telle, il est préférable de mettre en place la technique de l'écarteur. Et quand je vous dis ça, pour cette situation édipienne, c'est pour n'importe quelle situation où vous sentez qu'il y a de la détresse. Quand vous lisez Popper, ce sont des conjectures, ce sont des hypothèses, c'est de la théorie. Oh, vous savez, ça tient la route aujourd'hui, ça ne tient pas la route demain. C'est très fluide. Ouais, Popper est très cool comme épistémologue. Puisqu'on a le pouvoir de détruire l'autre, eh bien, je vais vous proposer quelque chose. Popper est très cool. Il faut lire Popper avec une très grande aisance, sans prétention, en s'appuyant sur votre clinique. Et à ce moment-là, on va voir, n'est-ce pas, si ça tient la route ou pas. Je ne suis pas fasciné par la psychanalyse, je ne suis pas un passionné de psychanalyse. Si les gens du TCC ou le Popperien me montraient que je pouvais tout à fait, n'est-ce pas, régler des problèmes cliniques, puisque je suis un clinicien, puisque je suis un scientifique, c'est une prétention que j'anime depuis ma petite jeunesse. Il y avait des gens de ma famille qui venaient et je faisais des petites
petit laboratoire comme tous les enfants, quoi. On fait de laboratoire, on fait des mélanges, on construit, patati. Derrière la maison parentale, patati patata, quelqu'un m'avait dit, ah, tu aimes la science? Je dis, oui, j'aime beaucoup. Je ne savais même pas ce que ça engagé, quoi. Lui. Bon, très bien, fais ingénieur et tu viens travailler avec moi. Voilà, quelque chose de cette nature-là. Donc, il y avait chez moi, d'ailleurs, un petit texte que j'avais écrit, j'avais 15 ans. Le comportement... c'est dommage, je ne me rappelle pas de ça maintenant, mais je me vois bien, samedi après-midi, après l'école, j'allais aux côtés d'une rivière comme ça. Je crois que c'était études sur le comportement des mollusques. Et j'ai signé, j'écrivais, je faisais mes notes, etc. Je ne savais pas comment on faisait ça. C'était juste pour la rigolade. Donc un désir des scientifiques était là. Et ce désir scientifique a penché vers la psychanalyse parce que j'ai rencontré un monsieur très intéressant. Voilà. Donc j'ai toujours cette prétention d'être scientifique. Mais aujourd'hui, adulte, je peux reconnaître que la position du clinicien, elle me plaît énormément. J'ai une satisfaction au travail du clinicien. Donc, il est préférable de mettre en place la technique d'écarteur en lui demandant de revenir faire une ou plusieurs séances face à notre, celui qui s'y découvre au désir de l'autre. L'autre non barré, vous avez compris. Hein? Donc l'idée, c'était de l'assurer qu'il est attendu à la séance suivante ou encore qu'il peut appeler le clinicien s'il le souhaite. Hein? Pour ne pas courir le risque de suicide. J'ai parlé tellement que depuis 1991, il n'y a pas de suicide au centre de RPH, que je suis presque persuadé que quelqu'un avait venu juste pour déboulonner cette prétention. Le désir du psychanalyste, dans la relation imaginaire du transfert, dans l'absence structurelle du fil symbolique, peut empêcher la chute dans le réel. Donc je répète doucement. J'ai lu rapide parce que je ne savais pas, je ne me suis pas lu, donc je ne savais pas ce que j'avais écrit. Donc le désir du psychanalyste, dans la relation imaginaire de transfert, dans l'absence structurelle du fil symbolique, vous voyez bien que là je parle de la psychose, n'est-ce pas? La forclusion, c'est qu'il n'y a pas de fil symbolique, il faut construire, c'est-à-dire il faut passer autour du bord, tirer un fil, et ensuite, avec ces fils-là, passer un autre fil, et ainsi de suite. J'ai vu ça, une scène merveilleuse, une araignée dans ma campagne qui faisait ça. C'est extraordinaire. J'ai resté là, j'ai regardé un petit verre de quelque chose, bien sûr du jus d'orange, et j'ai regardé son travail comme ça, et c'était merveilleux. C'est exactement là. Là, je m'inspire de ma sœur araignée, comme Saint François d'Assise disait. Frère Soleil, sœur Vache. Bon, là je commence à me détendre. Le désir du psychanalyste, donc c'est double, c'est pas des psychanalystes, c'est double psychanalyste. Il faut qu'il mette son désir sur la table. Ce n'est pas c'est retiré dans une position qu'il a appelée la position du mort. Là, c'est l'objet petit a. Non. On ne peut pas être objet petit a à l'hôpital quand un type qui est un peu presque en train de mourir et que vous êtes là pour un objet en silence. Non. Il faut vraiment un swing. Il faut vraiment mettre du swing dans la clinique. Parce que Freud avait à sa manière. Pas non plus pousser le bouchon. Lacan, il avait 1000 fois. C'est le psychanalyste le plus proche et le plus intime de la poésie. Nous avons jusqu'à présent, c'était Lacan. Et c'était un clinicien très fin et c'était très inventif. Eh bien, il faut s'inspirer, pas copier, il faut s'inspirer des grands. Freud, Lacan, Popper. Le désir du psychanalyste dans la relation imaginaire du transfert. Quelqu'un peut venir, voilà, oui, vous ne m'aimez pas, donc pour cette raison, je vais me suicider. C'est ça la relation imaginaire du transfert. Donc, le désir du psychanalyste dans la relation imaginaire du transfert, dans l'absence structurelle du fil symbolique,
peut empêcher la chute dans le réel. Donc le passage à l'acte. La science universelle. Donc Aristote, seconde analytique, page 261. Toujours, c'est les œuvres complètes des Pélégrins. Hein? La science universelle, nous dit Aristote. L'objet de la science psychanalyse, le désir oedipien, est-il universel? Donc, une psychanalyse bien menée, elle peut être menée par le psychanalyste A, qui peut passer pour une situation X, hein, elle va mourir, elle va se déménager, etc., etc. Et donc, je vous confie la cure d'un tel, et vous êtes là pour faire respecter les associations libres, vous êtes là pour rectifier la route du fond, et la cure avance. Qui compte, c'est le psychanalysant. Le psychanalyste compte pour des prunes. Et quand j'ai dit des prunes, c'est même pas la prune, c'est juste le machin qui sort, le truc là, qu'on jette après. Il fallait qu'il intervienne. Exactement, monsieur. Voilà. Les noyaux. Est-ce que c'est ça? On va taper sur le noyau et ça ne cède pas. Il tient à son poste. S'accroche comme un pouls. Un pouls noyau. Voyez-vous? Ah, c'est pas que tu viens comme ça avec ton ongle, tu t'écrases comme ça, ou tu viens avec des produits et qui tu avec des peignes. Ouais, je ne connais pas le mot parce que je n'ai pas besoin. Donc, peignes hyper puissants, électroniques, qui détruit tout. Non, c'est un pot noyau. Donc l'objet de la science psychanalyse, c'est une prétention, bien entendu, vous allez me pardonner. Mais je ne lâche pas l'affaire parce que je n'ai pas la preuve que c'est une pseudo-science, ou si c'est la suggestion, ou si c'est du pipeau. Je n'ai pas la preuve. Je pourrais tout à fait arrêter de travailler. Pas besoin de faire. Hein? Je peux tout à fait faire une autre chose. J'ai de l'argent, j'ai du sexe, j'ai de l'amour. C'est ça les choses importantes dans la vie, c'est ça qu'on dit. Voilà. J'ai tout ça, je suis hyper satisfait de ma vie, ça n'a pas de problème. Mais pourquoi j'insiste? Parce que il y a quelque chose d'un plaisir de voir naître des sujets. J'étais dans la merde, je ne suis plus dans la merde, je vois quelqu'un qui est dans la merde et qui arrive à s'en sortir. C'est beau à voir. C'est une sensation. Je me sens humain. Je peux participer avec mon frère humain, parce qu'un frère humain m'a tiré vers le haut. Je peux maintenant donner ma main à un autre. Mais ça ne s'y fait pas avec tendresse. C'est pas bisounours. Je ne suis pas socialiste. Je ne suis pas insoumis. Non, 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 je suis un monsieur tout à fait. Je suis allé voter, hein. Je ne dis pas pour qui, parce que c'est secret. Mais il faut y aller. Et quand on y va, il ne faut pas aller des mains mortes. Ponctuer, rectifier, allez-y, avancez. Vous traînez, mais vous traînez, c'est votre droit de traîner. Oui, mais ça fait 30 ans que je viens ici, ça traîne. Mais oui. Là, cette psychanalyse, c'est de la merde. Ah bon? Et vous voulez être psychanalyste, c'est de la merde, mais vous êtes pour quelque chose dans cette affaire ou pas? N'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas forcer. Ça serait tyrannique. Et nous ne sommes pas dans un régime tyrannique. Nous sommes dans un registre où l'être a le droit, n'est-ce pas, de vivre ou de ne pas vivre. Et d'ailleurs, vous voyez bien que la loi française, c'est une loi extrêmement raffinée, extrêmement civilisée. Dans le sens que tu ne peux pas, je ne peux pas cautionner ton désir de mourir. Donc, le fait même que l'être ne veut pas vivre, mais veut juste faire chier. J'adore cette expression française. Celui-là me fait chier. Il ne faut pas regarder toujours l'autre, il faut regarder soi-même. Je me fais chier, et donc je veux un peu faire chier l'autre, quoi. Voilà, c'est ça la finesse, le raffinement de la haine humaine.
Et notre travail, c'est exactement de désamorcer ça dans le cadre, n'est-ce pas, de la consultation ou dans le cadre encore plus raffiné du divan. Oui. Je réponds au mouvement du corps, le son corporel que j'ai entendu. Bien. L'objet de la science psychanalyse, le désir oedipien, est-il universel? Un psychanalysant supposé autiste, donc dans la science du 4 février 2009, dit ceci. Désirant, je suis déjà. Il faut maintenant que je m'autorise à désirer. Ah. Et ça vient me parler. Et en plus, ça me paye. Excuse-moi, laisse-moi te faire un chèque. Voilà, parce que c'est une beauté humaine extraordinaire. Ça, hein, quand on dit par exemple, ça vaut combien, ça, n'est-ce pas? C'est l'agencement des signifiants qui vient dire l'être dans sa plus grande beauté. Ils viennent nous honorer avec un tel discours. Et nous, au contraire, n'est-ce pas, d'être prêts. Hein? On abandonne sa psychanalyse, c'est-à-dire on fait 6 ans, quoi. Il y a un là qui maintenant... Hein, j'ai fait 6 ans d'analyse, il a bien fait de dire analyse, avec un tel qui aussi avait fait quelques années d'analyse avec Lacan, qui aussi n'a pas terminé la sienne. C'est-à-dire il y a une lignée, n'est-ce pas, des analystes, n'est-ce pas, et qui, on peut se demander, n'est-ce pas, s'ils sont en train d'honorer la psychanalyse. Parce que Freud avait le droit de parler à la fin de sa vie, d'analyse avec fin, analyse sans fin. J'ai voulu répondre à ça en tant que psychanalysant. La psychanalyse pour les normaux, bien sûr qu'elle a une fin. Pour le névrosé, une fin. Pour le psychotique, il y a une fin particulière, celle de venir, disparaître, aucun problème. Lacan nous avait déjà dit, un psychotique c'est pour la vie, elle n'a pas rajouté la vie de psychotique ou la tienne, mais on peut comprendre ça. Et la psychanalyse du pervers a aussi une sortie tout à fait à lui, qui est justement le mouillage, comme je vous avais signalé. Ce sont des formes tout à fait convenables. Qui a vécu dans une tempête, qui trouve un mouillage, sait de quoi je parle. Vous voyez par exemple dans ces protections artificielles proches des ports, les tempêtes, et vous voyez le bateau tout à fait protégé parce qu'il a un mur, n'est-ce pas, qui protège des déchaînements pulsionnels dans ma lecture, j'entends. Hein? Donc le fait même d'avoir la possibilité de trouver un port sûr, n'est-ce pas, ou quelque chose qui puisse faire en sorte que la vie soit possible dorénavant, c'est extraordinaire. Pourquoi appeler ça pseudoscience? Parce que ça ne répond pas aux critères établis par Einstein. Mais on ne peut pas comparer la physique d'Einstein à la souffrance de M. Dupont. Donc, dès que l'être humain est en vie, il est contaminé par le désir oedipien. Seule la mort le libère de ces fils qui les tient par le cou, mais aussi qui l'empêche de tomber. Vous voyez bien la dialectique, n'est-ce pas? Il s'est accroché au cou comme ça. Ça le maintient en vie. Et s'il cède, il meurt. Vous suivez la métaphore? Imaginez un fil qui est accroché à votre cou. Il y a des gens qui vivent comme ça, hein, toute leur vie. Ils sont en pointe de pied et ils sont comme ça. Voyez-vous? Ça ne vit pas, ça vivote. Donc l'idée de fil, c'est justement ça. C'est un fil qui est là. Vous êtes pour un fil. Hein, vous êtes accroché. Hein, et vous vivez la pointe des pieds comme ça. À ne pas vivre bien, ne pas aimer, ne pas travailler, ne pas étudier. Hein, mais s'il n'y a pas ce fil-là, n'est-ce pas, vous tombez. Donc c'est ça la force du symptôme.
Et là, l'importance de ne pas écraser un symptôme. Hein? C'est de faire en sorte que cette résistance, que c'est matérialisée par le symptôme, par n'est-ce pas? Vous n'êtes pas dans ma tête. Donc voilà, c'est ma tête à moi. C'est moi le patron ici, bordel. Oui, c'est vrai, vous êtes le patron. Mais mon intention, c'est pas de rentrer dans votre tête. Je garde la mienne, c'est déjà largement suffisant pour moi, voyez-vous. Mais ma tête, ça veut dire, c'est moi. Le patron ici, c'est moi. C'est moi. Je répète ça pour que vous... Voilà. C'est l'ego qui parle. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le psychanalyste peut faire? Sinon, il va écouter, oui, d'accord. Mais, vous ne pouvez pas accuser la psychanalyse de ne pas vous aider. Vous tenez tellement à votre ego. Parce qu'on ne peut pas avancer dans une psychanalyse si on vient déjà avec l'idée de ne pas être castré. On vient pour dégonfler le moi. Pas laisser tomber. Hein? Et surtout, il ne faut pas laisser tomber. Mais pas non plus laisser gonfler. Donc, pour étudier la psychanalyse, il faut partir du principe que l'homme est, je cite Aristote, un animal terrestre. C'est ça qui m'a inspiré pour l'idée que suit. L'homme est un animal terrestre, mais ce qui l'anime, donc les pulsions, les fantasmes, les images, les signifiants, s'y trouvent au milieu aquatique. Donc l'inconscient, c'est un océan qui nous habite. Et ces gens qui vont voyager, qui vont au bout du monde, qui vont aller Dieu sait où, n'est-ce pas? Et surtout s'il y a une zone qui a plus ou moins de terroristes, et c'est là qu'ils vont plus ou moins pour examiner, voir la situation, voir les éléphants. Mais oui, vous savez, à côté là, il y a quelques kilomètres, il y a des terroristes qui sont très, très désireux d'attraper des gens pour zigouiller. Oui, mais les éléphants, c'est aussi intéressant. Je ne voulais pas rester dans ces vacances un peu déjà préétablies comme ça, comme les gens qui vont faire du ski, qui détestent, n'est-ce pas, le parcours déjà encadré. Non, non, il veut faire du hors-piste. Hein? Hors-piste. Voilà. Je veux mettre fin à ces corps immondes qu'est le mien, n'est-ce pas? Je ne tolère plus cette prison, mais avant, je veux faire chier quelques-uns, c'est-à-dire les gendarmes sont en train de déjeuner tranquillement, à un moment donné, ils partent en courant, laissent la soupe refroidie pour aller sauver le type, n'est-ce pas? Parfois, péril de leur vie, n'est-ce pas? Voilà, c'est toute cette logique imaginaire-là qui a un effet dans le réel. Hein? Donc, l'homme est un animal terrestre, mais ce qui l'anime, pulsion, fantasme, image signifiant, se trouve en milieu aquatique. Freud a légué un appareil psychique que j'interprète comme une carte de navigation. C'est que là, quand on disait le schéma de l'œuf de Freud, pour moi, c'est une carte de navigation. Il nous indique où sont les registres fondamentaux, le ça, le surmoi, le moi. Et moi, grâce à Freud et Lacan, je dis à l'intérieur du moi, il faut trouver des organisations qui sont très très méchantes, qui sont un pied vers le conscient, un pied vers l'inconscient, le moi inconscient, qui c'est la résistance de surmoi et le grand tout non barré. Le commencement de l'homme se trouve dans le désir du bien de l'autre. Il faut imaginer l'hameçon dans cette phrase. Au commencement du désir de l'autre, le clinicien n'a pas accès. Pardon, j'ai bougé. N'a pas accès. En revanche, il aura accès à l'Édipe de l'homme. Ce qui indiquera que le diagnostic structurel est correct. Il est impossible de s'en passer du complexe d'Édipe dans la constitution de l'être parlant, car il faut au moins deux prémices.
un géniteur et une génitrice, pour qu'une mère et un père puissent s'incarner. Au moins deux prémices. Ça, c'est Aristote. Celles-là sont comptées, parce qu'Aristote n'avait pas accès à ça. Ça, ce sont les prémices d'Aristote. Donc, celles-là sont comptées avec l'inconscient et tout le monde pulsionnel et fantasmatique qui l'anime. Et enfin, la castration incarnée qui fera office de ciseaux. Donc, au moins 4 prémices. L'incarnation n'est pas aisée. Hein, vous savez de quoi je parle. L'incarnation n'est pas aisée. Hein, le signifiant dans le corps, c'est pas, ça ne tombe pas du ciel. Les gens n'ont pas accès à leur corps encore aujourd'hui. Ils s'y cassent les nez, les dents, ils se font myopes, ils se font aveugles. Je pense à Ray Charles, hein, qui a vu son frère se noyer, qui était, il n'a pas appelé, il a regardé, il a vu. Il n'a pas demandé de l'aide. Il n'a pas demandé de l'aide parce que l'enfant, il souhaite aussi la mort de son frère. C'est tout à fait normal. La question, c'est qu'il n'est pas normal, c'est qu'une femme, donc sa mère, puisse laisser les enfants seuls. Un enfant, ça s'y surveille. Une de mes fiertés en tant que père, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est simplement, mes enfants n'ont jamais eu d'accident domestique. Je ne quittais pas des yeux. Et quand ils étaient, on allait à la plage, il y avait les gardes, les sauveteurs, maître nageur. Il fallait parler maître nageur. Il fallait demander à Féroz. Maître nageur. Il y avait le maître nageur et moi, devant, j'étais maître nageur des trois. Et après, madame prenait le relais et moi, j'allais m'amuser. Donc l'incarnation n'est pas aisée. C'est pas ça, je ne voulais pas dire approprier de son corps. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit, mais ce n'est pas un bon mot. C'est approprier de son corps. Ce n'est pas une propriété. C'est un prêt. Hein? Il faut être avec son corps.